Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, un focus sur l'impact de l'inflation sur vos courses alimentaires, hausse des prix des matières premières agricoles, de l'énergie, des emballages. Tout concourt à faire augmenter, et de manière très significative, le prix d'un certain nombre de produits alimentaires. Une flambée des prix qui se constate jour après jour sur votre ticket de caisse. Quels sont les produits particulièrement touchés par l'inflation? Quelles conséquences sur le contenu de votre caddie en sortant du magasin? Cette hausse n'est-elle qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans les semaines à venir? Je vous propose de faire le point aujourd'hui en compagnie de mon invité, Émilie Meyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes experte des produits de grande consommation à l'Institut IRI, l'Institut d'études spécialisé dans le secteur de la grande distribution et des produits de grande consommation. Alors, avant de revenir sur cette hausse des prix que l'on constate effectivement un petit peu plus chaque jour, je voudrais qu'on s'intéresse au poids de l'alimentation dans le budget des Français. Comment a évolué la part des dépenses liées à l'alimentation chez les Français ces dernières années ? Alors, elle a bien évolué. C'est vrai qu'en 60-70 ans, la part des dépenses alimentaires dans le budget des Français, elle est passée de à peu près 25% dans les années 60 à, depuis le début des années 2000, 12-13%. Donc aujourd'hui, ça s'est considérablement réduit. Voilà, parce que à la faveur, parce qu'il y a d'autres postes de dépenses qui se sont développés, qui ont pris de la place, notamment le logement. Donc on a un effet de ciseau entre ces deux postes-là. Et aujourd'hui, l'alimentation, c'est à peu près 12-13% du budget des Français. Ça, c'est une moyenne. Plus on va être sur des foyers modestes, plus ce poids de l'alimentation va être important. Et puis s'additionne à ça le fait que les achats alimentaires ne sont pas tout à fait les mêmes. Plus on est sur des foyers modestes, plus je dirais, les produits de base, céréales, huile pèsent lourd dans les achats. Et ce sont justement ceux-là qui sont aujourd'hui les plus en inflation. Et ces dernières semaines, avec une hausse des prix galopante, est-ce qu'on s'aperçoit que finalement cette part a tendance à prendre un petit peu plus de place dans le budget ? Alors aujourd'hui, ça c'est des masses qui ne bougent pas énormément. C'est vrai que pendant le confinement, on a favorisé les dépenses alimentaires parce que finalement, on a plein de postes de dépenses qui n'étaient plus accessibles. Donc, la période de la pandémie a été favorable à redonner un peu de poids à l'alimentation dans le budget des Français. Aujourd'hui, l'inflation est en inflation, mais tout est en inflation finalement. Donc, quelque part, ça ne fait pas énormément varier la part du budget. Effectivement, les chiffres le prouvent. L'inflation accélère encore un peu plus. Au mois de mai, 5,2% sur un an selon l'INSEE. Plus de 4% pour les produits alimentaires selon l'IRI pour lequel vous travaillez. Quels sont les produits qui affichent la plus forte hausse des prix ? Alors, c'est vrai que 4%, c'est une moyenne avec des réalités extrêmement différentes. Les produits qui augmentent le plus... C'est-à-dire qu'on peut passer de 20% à... à peu près, à rien. Voire encore un peu de baisse de prix à certains endroits. Aujourd'hui, là où il y a de l'inflation, c'est essentiellement sur ce qui est la viande. Parce que c'est cher d'élever un animal, que ce soit par l'alimentation ou l'énergie que ça requiert. C'est les coûts de production qui se répercutent. Exactement. Et puis tout ce qui est relatif aux céréales. Donc la viande, on est entre 14 et 18% d'inflation par rapport au mois de mai de l'année dernière. Sur la farine, sur les pâtes, sur la semoule, on est au-delà des 10%. Sur l'huile, la moutarde, le café aussi. Et puis tous les produits, on va dire, de papier, qui sont aussi très énergivores à produire. Donc voilà, l'inflation marquée sur un grand nombre de produits. On dit que cette hausse des prix s'est amorcée en sortie de crise sanitaire avec la reprise économique. C'est accéléré avec la guerre en Ukraine. Effectivement, on en parlait sur ce plateau en tout début d'année. En quoi la crise a vraiment accéléré ? On voit vraiment un passage dans une autre phase avec cette guerre en Ukraine ? C'est vrai que l'inflation que l'on voit aujourd'hui dans les magasins, quelque part, on l'aurait eu même s'il n'y avait pas eu le conflit en Ukraine. L'inflation que l'on voit aujourd'hui, elle est liée à deux grandes causes qui sont toute la désorganisation liée à la pandémie et puis les aléas climatiques de l'année dernière. Ça arrive dans les magasins et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La guerre en Ukraine, son impact sur les prix va être lisible à partir de là, du mois de juin et dans les mois suivants. Alors, ça ne veut pas dire que les industriels ne subissent pas la hausse des coûts liés à l'Ukraine, mais il y a toujours une latence entre le moment où l'événement se passe et où ça se retraduit dans les magasins. Différents facteurs finalement qui concordent. Exactement. Donc la guerre en Ukraine, elle va avoir pour conséquence de faire monter probablement les niveaux d'inflation qui auraient eu lieu de toute façon et elle va aussi prolonger l'épisode inflationniste dans le temps. Donc on va avoir de l'inflation tout au long de l'année 2022 et probablement aussi en 2023. On parlait effectivement de ces produits qui affichent une forte hausse des prix. À l'achat,
quels sont ceux qui accusent vraiment le coup, hein, ceux qui ont le plus augmenté, j'imagine? Alors aujourd'hui, sur les quantités achetées, on commence à avoir des arbitrages, c'est le début. Hein, les Donc Français, il y en a. Il y a des sacrifices. il des commence à y en arbitrages. avoir hein, sur la viande notamment. On pense aussi que le ralentissement des produits bio, voilà, le ralentissement s'accélère là sur le court terme. Bah, c'est des Français qui veulent C'est vrai qu'on parlait continuer d'un décrochage, hein, moins 3%, c'est une moyenne hein, sur l'ensemble de l'année 2021. Là, on est plutôt encore. sur du moins 7 hein, sur le début d'année. Donc, c'est sûr que le bio étant plus cher, il y a des arbitrages qui se font. Donc, on va continuer à acheter des œufs, par exemple, mais on ne va plus acheter des œufs bio, on va racheter des œufs classiques, on va dire. Donc, oui, des arbitrages sur ce type de produits. Et puis aussi, ce qu'on appelle de la descente en gamme, hein, des gens qui se tournent vers notamment des produits premier prix, parce que ça permet de continuer à acheter de la farine, des pâtes, de l'huile, mais de le payer 30 à 50% moins cher. Donc, succès des gammes premier prix. Est-ce que dans cet arbitrage aussi, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, forcément, on va peut-être ne pas donner la priorité à des produits qui sont élaborés, produits, élevés en France? Alors pour l'instant, on ne voit pas tout à fait ça. Hein. C'est vrai que les marques locales, les petites marques, c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés. La pandémie, elle a un peu exacerbé cette recherche de produits locaux. Pour l'instant, les produits locaux dans l'enceinte des grandes surfaces continuent à aller plutôt mieux que le reste. Donc on ne sent pas... Voilà. Alors, ce ne sont probablement pas les mêmes gens hein, qui achètent des produits locaux ou des produits premier prix. Hein, ça, c'est possible aussi. Il y a de tout. Hein, tout le monde fréquente les grandes surfaces. Donc, pour l'instant, on ne voit pas ça. Mais ça fait partie des arbitrages qui pourront se faire dans le temps. Plus l'inflation va grimper, plus elle va s'installer dans le temps, plus elle va contraindre un nombre important de Français à s'adapter et à changer les comportements d'achat. Et peut-être au détriment de ces produits plus locaux, effectivement. Dans les comportements d'achat, est-ce qu'on voit les consommateurs se tourner davantage vers les promotions et peut-être même arbitrer leur achat en fonction des promotions? Alors sur la promotion, c'est un sujet intéressant parce que quand on interroge les gens et qu'on leur demande comment vous allez faire pour maîtriser votre pouvoir d'achat, la promotion est tout de suite citée. Je vais acheter davantage en promotion. Donc aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de produits dans les prospectus en promotion. Maintenant, on n'observe pas d'achat massif en promotion. Pourquoi ? Parce que la promotion telle qu'elle est faite aujourd'hui, souvent, elle oblige à acheter des produits en quantité. Oui, c'est deux acheter un gratuit. Voilà, exactement. Ou alors des gros packs. Alors même si c'est intéressant, quelque part, ça fait dépenser beaucoup d'argent d'un coup. Et quand on pilote son budget à la semaine, ces promotions quantité, elles sont peut-être pas forcément gérables pour tout le monde. Donc cette période d'inflation, elle doit aussi inviter à réfléchir sur comment on fait de la promotion une vraie arme d'économie pour les Français. On parlait de hausses de prix très variables en fonction des produits. Pour l'heure, est-ce que la hausse des prix de production a totalement été répercutée sur les prix en magasin ? Ah non, non, absolument pas. C'est totalement décorrélé. C'est totalement décorrélé. Qui absorbe cette hausse des coûts de production? C'est réparti entre le producteur, agriculteur et les distributeurs? Effectivement, c'est chacun, je pense, absorbe à son niveau tant qu'il le peut. Hein. Et ensuite, il y a cette phase de négociation commerciale qui existe entre les industriels et les distributeurs. Négociations qui ont repris d'ailleurs. Négociations qui ont repris pour intégrer toutes les inflations liées à l'Ukraine. On doit s'attendre à quoi à la fin de ces prochaines négociations? Écoutez, là on est à 4. Le mois prochain, on sera probablement à 5. Et on peut aisément s'imaginer qu'à la rentrée, on soit autour de 6-7% d'inflation, niveau qu'on n'a plus vu depuis... on l'a jamais vu depuis qu'on suit l'inflation dans les grandes surfaces. Selon d'ailleurs une étude d'Allianz Trade publiée fin mai, le budget alimentaire pourrait bondir de 224 € par personne en 2022. Prévision assez pessimiste. Le pire reste à venir? Oui, sur l'alimentaire, je pense qu'on en est au début. On en est au début et encore une fois, ce qui est gérable sur une période courte va devenir difficile sur une période longue. Donc c'est à la fois le niveau qui va être atteint et la durée de l'épisode inflationniste qui va chambouler fortement la façon dont les Français font leurs courses. On parlait un peu plus tôt des promotions et de cette tendance peut-être à acheter... trop. Depuis plusieurs semaines, on voit des tensions d'approvisionnement sur certains produits. En ligne de mire, l'huile de tournesol, je pense aussi à la moutarde, aux farines, aux pâtes, aux œufs.
Dans les rayons des magasins, certains sont presque clairsemés, notamment pour l'huile de tournesol. Est-ce qu'il y a vraiment eu des achats de précaution de la part des consommateurs ? Complètement, c'est même des achats un peu de panique, hein, on appelle ça panic buying, c'est-à-dire que le sujet est monté de la pénurie possible à un moment donné sur l'huile de tournesol par exemple, et aussi de l'augmentation des prix. Et en fait, ces deux motivations ont fait que les gens ont acheté de manière tout à fait atypique. Certains parce qu'ils avaient peur qu'à un moment donné, il n'y ait plus d'huile de tournesol, sachant que c'est l'huile la plus consommée en France. Et d'autres parce que, en se disant, le prix va grimper, donc autant que je l'achète avant que ça devienne absolument démentiel en termes d'inflation. Et donc ça a poussé les gens à acheter en quantité tout à fait atypique et ça a mis quelque part le bazar dans la chaîne de production, d'approvisionnement, et ça a créé des ruptures dans les rayons sans qu'il y ait finalement de rupture matière. Voilà. Alors ça, ce sont des produits de base. Est-ce qu'il reste encore un peu de budget pour les achats dits plaisir ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, ce que je vous disais, on voit encore les Français qui achètent des produits tout prêts, des produits plaisir. Ça va se faire dans le temps. Probablement, il y aura des rationalisations plus importantes. Mais pour l'instant, cohabitent à la fois des produits premier prix qui sont dynamiques, mais des produits préparés plaisir qui continuent à progresser. J'aimerais qu'on revienne sur 2 points avant de nous quitter. D'abord, le chèque alimentaire. On l'a appris en début de semaine dernière. Chèque alimentaire, c'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron lors de sa campagne. Chèque alimentaire qui va être transformé en chèque inflation. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que ce chèque soit utilisé pour l'achat de produits alimentaire, d'une part, durable, parce que ça, c'était l'objectif aussi de ce chèque alimentaire tel qu'il avait été conçu et pensé, d'ailleurs, c'était dans les cartons de la Convention citoyenne en 2020. Est-ce que vraiment ça va être affecté à ce poste de dépense ? En tout cas, si vous voulez, les signaux qu'on reçoit de la consommation, quand on voit les enseignes de discount qui se portent très bien, de déstockage, la seconde main, les produits premier prix, indéniablement, il y a des gens qui ont besoin, quelque part, de soutien pour acheter l'alimentation. Donc, c'est compliqué de vous dire comment il sera utilisé. En tout cas, le fait qu'il soit ciblé sur les Français qui en ont le plus besoin, sans forcément cibler pour le coup les produits, ça, je trouve que c'est plutôt intelligent et chacun, finalement, affectera le budget là où il sera le plus utile pour lui. En tout cas, ça a été annoncé comme un chèque inflation. En attendant de pouvoir peut-être le déployer et de le cibler vraiment sur ces produits français et durables. En tout cas, c'est ce que souhaite notamment Bercy. J'aimerais aussi qu'on revienne très très rapidement sur l'impact des scandales alimentaires. Ça ressemblait à une fâcheuse loi des séries. On a eu Buitoni, Kinder. Est-ce que finalement ça a fait un mauvais coup de com' à l'agroalimentaire en magasin ? Est-ce qu'il y a eu une crise de confiance de la part des consommateurs ? Alors les scandales alimentaires, c'est vrai que ça fait jamais de bien. Ils se multiplient, ça fait une dizaine d'années, depuis le début des années 2010, où il y a régulièrement des scandales alimentaires. Et ça a clairement contribué à créer un peu une crise de confiance entre les consommateurs et ce qu'ils appellent le système grande consommation. Et ça a exacerbé cette inquiétude quelque part sur la qualité des produits. D'où le succès des applications mobiles, par exemple. Donc, ceux qui viennent de se passer sont un peu dans la lignée du reste. Ça ébranle, ça chahute les marchés pendant un certain temps. Mais ça revient. Mais quelque part, ça revient parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un pays où la sécurité alimentaire est quand même à un très haut niveau. Merci beaucoup, Émilie Mayer. Je rappelle que vous êtes expert des produits de grande consommation à l'Institut IRI. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée à toutes et à tous sur Bismart, bien sûr. Merci.